qui m'a permis de vivre et permis de lutter, c'est de me dire que ça allait finir un jour, que c'était pas possible. C'est très, très bête comme phrase, que je ne méritais pas ça. Qui mérite de souffrir? Personne. Mais en tout cas, je me disais que je ne méritais pas ça quand même. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui donne la parole aux invisibles et qui parfois, comme aujourd'hui, fait un pas de côté. Dans l'épisode précédent, l'écrivain Sorge Chalandon nous a ouvert les portes de son enfance. Dans cette deuxième partie, Sorge nous raconte comment il a pris la plume pour ne plus jamais se taire et comment son histoire personnelle infuse chacun de ses mots jusqu'à son dernier ouvrage, Le Livre de Kels, sorti en 2025. On l'écoute. Ça n'a pas de fin. Ça aurait pu durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. J'aurais pu vivre désormais dans la rue. Rien ne me disait que j'en sortirais. Moi, j'avais 2 problèmes. Je voulais pas prendre les mains tendues. D'abord, il y en avait pas. Et j'arrivais pas à tendre la main. Moi, c'est pas une main que j'avais depuis l'enfance, c'était un poing. Et ouvrir ce poing pour qu'il devienne une main et tendre la main, c'était extrêmement difficile. Ça m'a été extrêmement dur. Mais la rue, elle me hante encore. Jamais je ne baisse les yeux quand quelqu'un de la rue me regarde. Jamais. C'est la moindre des choses qu'on peut offrir à quelqu'un qui est dans la rue. Le regarder. Même sans rien lui dire. Le regarder, lui sourire si on peut, si on peut pas. Mais au moins le regarder. Il existe. C'est quelque chose qui est très fort. Et je me souviens aussi une autre chose. Maintenant, je sais pourquoi. Il y avait des soupes populaires à droite, à gauche. C'était soit les témoins de Jéhovah, soit enfin des gens comme ça qui faisaient des soupes populaires avec les cloches là à Noël. Enfin bon, bref. Il y avait des gens qui se plaignaient. C'est trop salé, pas assez de viande, trop sucré, froid, etc. Et je trouvais ça incroyable que ces gens n'acceptent pas ce qui leur était offert par l'armée du salut, par exemple, et qu'ils se plaignaient. Et un jour, c'est l'un d'eux, c'est un type qui était dans la rue depuis la fin de la guerre. Il avait fait le mauvais choix pendant la guerre, il s'est retrouvé seul. Et il me dit, écoute, tu vois, c'est tout ce qui nous reste de dignité. Refuser en disant que c'est dégueulasse. Parce que soit tu manges comme tu es dans une auge à chien et tu bouffes ton auge à chien et tu te tais, et là, tu n'as aucune dignité, tu n'as rien. Soit tu dis que non, ça va pas. C'est trop frais, c'est trop chaud, c'est trop froid. Et quand tu fais ça, même si tu agaces ceux qui te servent, même si tu agaces ces braves gens voilà, mais au moins, tu seras digne. Et au moins, tu pourras te regarder en face. Alors moi, j'ai jamais fait ça parce que je n'en finissais pas de remercier ceux qui me donnaient à manger, mais ils m'avaient donné une leçon quand même sur ce qu'était la dignité quand il n'y a plus rien, quand il ne reste rien. Et lui, pour lui en tout cas, se rebeller, c'était... il dit, il y a même des fois, je crevais de faim, véritablement, et j'ai refusé encore des raviolis, vous pouvez vous les garder. Il disait, mais j'avais tellement faim, mais ce geste-là fait que je leur disais non, je suis un homme libre. Alors que c'était pas le cas, mais il le pensait. Alors, ce dont on se souvient, ou ce que l'on ne sait pas probablement, c'est que dans la rue, la violence est partout. Les rencontres de gamins perdus, les rencontres avec la drogue, les rencontres avec la violence. Dans mon petit sac, j'avais un couteau. J'étais obligé de me défendre au couteau. En pleine nuit, je dormais dans un train à l'arrêt, gare Saint-Lazare. Et j'ai été réveillé brutalement par 2 hommes qui étaient entrés dans mon wagon à l'arrêt. J'étais seul. Le wagon était noir et ils avaient déjà leurs pantalons sur les chevilles.
Et là, j'étais obligé de me défendre au couteau. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ça. Mais tout d'un coup, j'ai plus le choix. Et je me rends compte que la rue, c'est ça. La rue, c'est pas ce que je croyais au départ, la route. Je me voyais Charlie Chaplin, je me voyais marcher avec le soleil. On s'enfuit comme ça, lorsqu'on est enfant, on se voit toujours au printemps. On croit qu'il n'y aura jamais d'automne, jamais d'hiver, jamais de pluie, jamais de froid, qu'on mangera les pommes sur les pommiers. Mais c'est pas ça, non. Je crois que le plus dur pour moi, ça a été l'hiver 70-71. Alors, les journalistes y allaient de leur truc dithyrambique sur l'hiver le plus glacial du siècle. Enfin, bon, je pense que on n'était pas loin de la vérité. Et là, tout d'un coup, je n'ai plus rien. C'est-à-dire que moi qui dormais dans les squares, moi qui dormais dans les caves, moi qui dormais dans les immeubles, il n'y avait pas encore les digicodes dire à l'époque. Et là, tout d'un coup, je me retrouve avec plus de toit non plus, plus de toit fragile. Le métro ferme, c'est-à-dire qu'il y a... Et là, je commence à souffrir infiniment, malgré le papier journal que je mets sous mes vêtements, malgré... enfin, je ressemble de plus en plus à un clochard, en fait, là. Vraiment, à un vrai clochard. Je me réfugie beaucoup dans les églises, en fait. Mais elles sont glacées, les églises. Elles sont glacées, mais personne ne me dérangeait. Et ça, j'ai continué, même en plein hiver. Mais ce qui était bien, les hivers, c'était les gares, non pas les gares ouvertes à tout vent, mais les petits box pour les voyageurs où on va partout dans Paris où il y avait des demandes de renseignements. La poste, les gares, là où il y avait un siège pour s'asseoir, pour jouer la personne qui est occupée. Ça pouvait être les agences intérim, ça pouvait être les agences pour l'emploi, tous ces lieux, les hôpitaux, tous ces lieux où il y a de la chaleur, en tout cas il fait moins froid que dehors. Vous êtes sur un banc et on ne vous demande pas tout de suite qu'est-ce que vous faites là. Votre présence, elle n'est pas étrangère. Mais là, je me suis rendu compte que voilà, j'étais au cœur de la rue, au cœur du silence, au cœur de la solitude, au cœur du froid, au cœur de la faim. Et au cœur de quelque chose que j'avais pressenti comme inhumain, mais pas à ce point-là. J'ai des souvenirs de pieds en sang, alors que je les avais entourés avec des chaussettes, etc., de pieds en sang par le froid. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviens, et comme quelqu'un qui aurait fait de la haute altitude. Et surtout, pas de moyen de se réchauffer. Pas de moyen. Le froid, c'est tout le temps. C'est la nuit, c'est le jour, c'est... Et j'ai des souvenirs comme ça de vêtements raides aussi. Raides de froid. Et je me souviens, c'est-à-dire c'est ça qui me trouble beaucoup. C'est que ces sensations, je les ai encore. C'est-à-dire qu'il suffit que je ferme les yeux, que je me remette à ce moment-là, et je les ai, les sensations. J'ai pas besoin de me souvenir, elles ne me quittent pas. C'est comme si, c'est comme la guerre, la rue en fait. Une fois que la guerre est entrée en vous, elle ne peut plus ressortir. Et une fois que la rue est entrée en vous, elle est en vous pour l'éternité. Et vous savez que la guerre, elle ne vous quitte plus. Moi, j'ai été correspondant de guerre pendant 23 ans. La guerre m'a jamais quitté. L'impression de ne pas avoir le droit et de ne plus pouvoir revenir en paix, ça ne m'a jamais quitté du tout. Et la rue, c'est la même chose. Comme si la rue, aujourd'hui encore, me murmurait, tu sais, si tu veux, il y a une place pour toi, quoi. La rue, elle laisse jamais tomber. Jamais. Ça a duré que un an, et un an, c'est une éternité. Il y a des gens qui meurent dans la rue. Et
Ce qui était terrible, c'est que chaque soir, je me disais que le lendemain, et c'est l'une des sources qui m'a aidé à combattre, parce qu'il faut combattre la rue. Paris devient hostile, la ville devient hostile. J'ai plus aucun allié nulle part, nulle part. Et donc, chaque nuit, je suis obligé de me dire, demain, je vais trouver une solution. Demain, je sais pas, je vais... J'ai encore cette petite manie comme ça. Je regarde jamais les nuages, je regarde les trottoirs. J'ai passé 1 an à chercher des pièces de monnaie. C'est fou le nombre de pièces de monnaie que les gens laissent tomber. Et les pièces de monnaie, les petits mégots lorsque je fumais un petit peu, les... J'étais rivé sur le sol, jamais vers le ciel. Ce qui m'a permis je crois, permis de vivre et permis de lutter, c'est de me dire que ça allait finir un jour. Que c'était pas possible. Oui, c'est très, très bête comme phrase que je ne méritais pas ça. Qui mérite de souffrir? Personne. Mais en tout cas, je me disais que je ne méritais pas ça quand même. Et donc, je savais, j'espérais en tout cas, j'espérais qu'un jour je croise dans la rue, justement. Je croise des gens un peu différents que les gens de la drogue, que les gens en uniforme, que les méchants, que les violeurs, que les tueurs, que ceux qui profitent des faibles. Et surtout pour moi, ce qui était important, et c'est une chose que j'ai gardée toute ma vie, et que j'ai encore aujourd'hui, c'est je suis pas une proie. Je serai jamais un prédateur. Et être toujours entre les deux, tout le temps. Et c'est extrêmement difficile. Parce que moi, enfin, là, je suis un peu plus âgé, mais je savais me battre. Très bien. J'ai fui la violence de la rue, mais je vais découvrir une autre violence avec d'autres gens, qui est une violence politique, différente, mais qui était une violence, une violence de réponse, en fait. C'est-à-dire que fuyant fuyant la rue, je ne fuis pas la rue, je suis dans la rue. Mais en tout cas, fuyant tout ce que la rue m'offre, et tout ce qui aurait pu me changer, faire de moi un mauvais garçon, en fait, fuyant tout cela, je tombe sur d'autres gens, sur d'autres jeunes. Et ces jeunes-là, ils sont politisés. Je ne sais pas de quoi ils parlent, je comprends pas ce qu'ils disent, mais je sais en tout cas que c'est une chose. Ils sont tout ce que mon père haïssait. Mon père qui était raciste, qui était antisémite, qui était, pour lui, il fallait fusiller Jean-Paul Sartre, il fallait tuer les Arabes et les Juifs, on n'en avait pas tué suffisamment. Donc voilà, je viens de là. Et tout d'un coup, je me retrouve en face de gens que je les entends qui parlent et qui aiment bien Jean-Paul Sartre et qui disent qu'un juif, un arabe, nous, c'est la même chose. Et qu'il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se défende mutuellement les uns les autres. Et je découvre quelque chose qui m'était totalement étranger. Je découvre quelque chose qui est de l'ordre de la fraternité, de l'écoute de l'autre, de l'aide. Et je découvre tout ça avec ces jeunes-là que je n'ai pas vu venir et qui, ce jour-là, je tournais dans la rue à droite plutôt qu'à gauche. Je ne les voyais pas, je les entendais pas, je voyais pas qu'ils vendaient leur journal à ce moment-là. Et brusquement, j'ai été happé par des jeunes dont j'ai eu envie de ressembler à ces jeunes-là. Ils étaient éduqués. Ils me parlaient de littérature, ils me parlaient de culture générale, ils me parlaient de peinture, ils me parlaient de cinéma. Enfin, quand je me retrouvais avec des jeunes qui avaient quasiment mon âge, peut-être un peu plus vieux, mais quasiment mon âge, et qui me parlaient de Freud, de Derrida, de quoi parle-t-il? Je ne sais pas, et je me rends compte, c'est terrifiant pour moi, je me rends compte que je suis obligé de tout réapprendre, que mon père et ma mère m'ont laissé dans un désert intellectuel, un désert culturel qui est immense, et qu'il faut que je rattrape tout ça. Il faut que je réapprenne l'intelligence, il faut que je réapprenne d'où vient la lumière, il faut que je réapprenne la douceur, la tendresse, il faut que je réapprenne l'amour aussi. Il faut que je réapprenne tout ce que je n'ai pas. D'abord, ce combat m'a aidé à défendre
ce que j'ai cru juste et ce que je crois juste. Encore. C'est-à-dire que j'ai appris par ce combat-là, et c'est une chose qui ne me quitte pas, qui ne me quittera plus jamais maintenant, je l'espère, c'est à aider les plus que nous, les plus pauvres, les plus noirs, les plus juifs, les plus cruellement méprisés d'entre nous, les défendre. Que toujours entre ceux qui les méprisent et eux, il y ait nous, qu'on se lève, qu'on dise non. Et pas qu'on dise non, gna gna gna, mais que l'on dise non par tous les moyens possibles pour que le mépris s'arrête, pour que la violence s'arrête, pour que le racisme s'arrête, pour que l'antisémitisme s'arrête, etc. Donc ça m'a appris ça. Ces jeunes m'ont appris ça. Mais ils m'ont pas appris que ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont ouvert à une culture qui m'a changé la vie. Alors, le problème, c'est que je l'ai dit beaucoup, mais ça m'a tellement bouleversé. Je rencontre des gens qui m'apprennent des choses qui me semblent absolument utiles à ma vie et à mon futur. Et ces mêmes gens nous disent, si on attaque ces choses-là que tu aimes et pour lesquelles on se bat, il va falloir qu'on réponde. Et c'est en ça que la violence est inscrite dans ma vie à un moment donné, jusqu'à ce qu'on arrête tous. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il y ait un mort chez nous. Il s'appelait Pierrot Vernet, il était ouvrier chez Renault Biancourt, à l'usine Renault. Il est tué par un vigile, parce qu'il voulait distribuer des tracts à l'intérieur de l'usine, ce qui était interdit. Alors il a un peu provoqué, et l'autre sort un pistolet et tire. Et ce jour-là, la mort s'est invitée parmi nous. Et notre violence nous a semblé vaine. C'était pas le bon moyen. C'était pas la bonne réponse à la violence d'en face. Violence d'en face qui continue. Mais en tout cas, il y a un moment donné, nous, on s'est dit, il faut impérativement qu'on change. C'est-à-dire que rendre les coups physiques aux coups physiques que l'on reçoit ne sert à rien. D'abord, ça ne fera pas changer l'ennemi. Et en plus, nous, ça nous dévalue. Et c'est pour ça que ceux qui avaient créé ce mouvement ont créé le journal Libération. Et c'est pour ça, comme ça que j'ai pu rentrer à Libération. Donc, Libération est créée par des gens qui sont aperçus de la limite de la violence physique. J'ai eu ma première clé grâce aux copains qui m'ont loué. J'ai l'un de mes amis dans ce mouvement qui était prof et qui m'a loué la chambre de bonne de son fils qui était parti faire ses études à l'étranger. Et donc pour la première fois, j'avais une clé. J'avais tellement une clé que je l'ai gardée dans ma paume de main une nuit entière et le lendemain, j'avais la marque rouge dans la main. Tellement il fallait que je la serre pour réaliser. Donc ça y est, j'ai un toit. J'ai pas encore un vrai travail parce que Libération, c'était un tout petit journal. C'était fait par des noms professionnels. Mais en tout cas, j'ai fait un dessin, puis un deuxième, puis un troisième. Ils sont parus, ils ont été payés comme ça. Et je sens que les choses sont en train d'évoluer pour moi. J'ai extrêmement eu peur quand le mouvement politique dans lequel j'étais s'est dissous. Parce que si Libération n'avait pas existé, si Libération n'avait pas suivi, pour moi, je retournais à la rue. C'est-à-dire que j'avais trouvé dans ce mouvement une sorte de succédané à la famille, ou en tout cas, j'étais tombé dans une fraternité qui était extrêmement forte, extrêmement protectrice et belle, et brusquement, ça s'arrêtait. Et je me disais, peut-être que je ne retrouverais pas ça dans Libération. J'ai retrouvé ça. Mais brusquement, je sors donc de la rue et je me retrouve avec une clé, je me retrouve avec un toit, je me retrouve avec un travail. Et je sais confusément, enfin j'espère confusément que la rue s'éloigne. Mais je sais qu'il n'y a rien de gagné non plus. Et ça va mettre des années avant que je me dise ça y est, tu ne retourneras pas à Lyon, chez ton père et ta mère. Donc je sais que quand mes parents sont morts, là j'étais tout à fait sûr que j'y retournerais pas. Lorsque je dis que la rue me hante, c'est qu'elle me hante et qu'il ne tient qu'à moi. J'ai rencontré des gens qui étaient dans la rue après un deuil. Parce que un jour, ils ont
Ils se sont retournés un matin pour faire un bisou. C'était un monsieur, un petit entrepreneur de peinture. C'est le matin, il se tourne dans le lit, il fait un bisou à sa femme, elle est froide. Il jette tout. Il s'occupe des obsèques, c'est un mec bien. Puis après, il jette tout. Sa clé de voiture, sa clé d'appartement. Il se retrouve à la rue. Il suffit d'un accident de la vie, il suffit d'un deuil, il suffit de baisser les bras. La rue est pleine de gens qui ont baissé les bras. Voilà, tu te mets dans ton coin et puis... alors quand tu es jeune, tu te dis peut-être que tu t'en sortiras, mais à mon âge, tu attends que la rue elle te prenne, quoi, et qu'elle t'emmène. C'est ce que m'ont beaucoup reproché ma femme, mes filles, que j'étais pas doué pour le bonheur. C'est une phrase que l'on m'a dit, ça, qui est terrible. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai un voile noir qui me suit. Et ce voile noir fait qu'il me manquera toujours le baiser d'une maman au coucher. Et la rue n'est rien de plus que l'aboutissement total de ce manquement. La rue, c'est... On marche dans la vie, puis un jour, on s'assied sur un trottoir, puis petit à petit, on disparaît avec le trottoir. Je rêve de la rue quand la pluie bat les fenêtres, par exemple. Ou quand il fait très très froid et que je rentre, que j'ouvre la porte de l'appartement et qui fait tiède ou qui fait chaud. J'y pense. Il m'est même arrivé de m'asseoir sur une marche d'escalier avant de rentrer, juste pour se souvenir de ce que c'est qu'un escalier. Quand vous fermez les yeux, vous entendez les gens dans les étages, vous entendez les radios, vous entendez... Et moi, j'entendais ça lorsque j'y étais, dans la rue, et me disait ah, une fois, j'ai envie d'une radio, j'ai envie d'un paillasson, j'ai envie... J'ai dit un jour, j'étais en Suisse, à un salon du livre, et j'ai dit que j'ai rêvé d'avoir un nain de jardin dans mon... Et le lendemain, c'est dans la ville de Morges, en Suisse, avec le lac. Et le lendemain, il y a deux lectrices plus précisément, qui sont venues avec des tout petits nains de jardin pour mettre dans un pot de fleurs. Et je trouvais ça bouleversant. Ça y est, je les ai, mes nains de jardin, aujourd'hui, avec la clé de chez moi. C'était le parcours passionnant de Sorge Chalandon, au micro d'Émilie Chaudet et de Guillaume Giraud à la réalisation. Vous trouverez les références de ses derniers livres, comme le livre de Kels, sorti en 2025, et d'autres infos dans la description de cet épisode. Parcours reste le podcast qui donne la parole aux invisibles, mais fera de nouveau un pas de côté en marge des épisodes habituels, avec d'autres témoignages de personnalités visibles. C'est un peu comme si les visibles donnaient de la visibilité aux invisibles. Oui, c'est ça. Enfin, vous avez compris. Alors surtout, abonnez-vous à Parcours, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict ou votre plateforme préférée, pour ne rien manquer des prochains épisodes de Parcours, le podcast qui donne la parole aux invisibles. Bon là, je crois qu'on a compris.